Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, je continue pour vous tout de suite la lecture d'une œuvre d'Edgar Allan Poe qui s'intitule Nouvelle extraordinaire. Donc je vous propose bien tout de suite de retourner dans l'univers assez sombre, vous allez voir, inquiétant, surnaturel, mystérieux de cet auteur américain qui est quand même assez, il faut le dire, assez méconnu du grand public. Alors Edgar Allan Poe est une des principales figures de la littérature américaine du 19e siècle. Il est à la fois poète, dramaturge, romancier, novelliste, éditeur et critique littéraire. Il est né en 1809 à Boston, il est mort en 1849 à Baltimore, dans l'État du Maryland. Et il aura d'ailleurs été une des icônes de l'époque du romantisme américain. Alors vous allez voir que son œuvre est assez portée sur la cruauté, la violence, la mort. Le tout sur une note un petit peu mystérieuse, on va dire, puisqu'il est, il est connu pour être un passionné de sciences occultes, de spiritisme et de tout ce qui touche en fait au paranormal. Mais il aura été aussi, pour ceux parmi vous qui aiment la littérature, je sais que vous êtes nombreux, il aura été aussi considéré comme l'inventeur du genre policier et inspirera de nombreux écrivains tels que Sir Arthur Conan Doyle ou encore notre Gaston Leroux pour une version plus francophone. Donc dans son œuvre Nouvelle extraordinaire, il aborde des thèmes assez énigmatiques, comme notamment celui de la transmigration de l'âme, et nous parle assez ouvertement de l'utilisation de drogues psychotropes en évoquant tout simplement son addiction à l'opium. Je vous propose donc tout de suite de rester avec nous. On continue la lecture. Avant cela, n'oubliez pas évidemment que l'on vous attend dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit tout simplement de taper hashtag VBN, où vous pouvez également nous retrouver si vous avez raté un épisode, et bah oui, ça arrive. Vous pouvez nous retrouver sur le site de la chaîne www.c8.fr dans la rubrique des divertissements. Voilà, j'ai assez parlé. Je vous propose tout de suite de continuer la lecture. Restez bien avec nous. Très très belle nuit sur C8. Le sentiment d'irritation créé par cet accident devint plus vif à chaque circonstance, qui tendait à mettre en lumière toute ressemblance morale ou physique entre moi et mon rival. Je n'avais pas encore découvert ce très remarquable fait de parité dans notre âge, mais je voyais que nous étions de la même taille et je m'apercevais que nous avions même une singulière ressemblance dans notre physionomie générale et dans nos traits. J'étais également exaspérée par le bruit qui courait sur notre parenté et qui avait généralement crédit dans les classes supérieures. En un mot, rien ne pouvait plus sérieusement me troubler, quoique je cachasse avec le plus grand soin tout symptôme de ce trouble, qu'une allusion quelconque à une similitude entre nous relative à l'esprit, à la personne ou à la naissance, mais vraiment je n'avais aucune raison de croire que cette similitude, à l'exception du fait de la parenté et de tout ce que savait voir Wilson lui-même, eût jamais été un sujet de commentaire ou même remarqué par nos camarades de classe. Que lui, il l'observa sous toutes ses faces, avec autant d'attention que moi-même, cela était clair, mais qu'il eût pu découvrir dans de pareilles circonstances une mine si riche de contrariété, je ne peux l'attribuer, comme je l'ai déjà dit, qu'à sa pénétration plus qu'ordinaire. Il me donnait la réplique, avec une parfaite imitation de moi-même, gestes et paroles. Il jouait admirablement mon rôle. Mon costume était chose facile à copier, ma démarche et mon allure générale. Il se les appropriait sans difficulté. En dépit de son défaut constitutionnel, ma voix elle-même ne lui avait pas échappé. Naturellement, il n'essayait pas les tons élevés, mais la clé était identique, et sa voix, pourvu qu'il parlât bas, devenait le parfait écho de la mienne. À quel point ce curieux portrait, car je ne puis pas l'appeler proprement une caricature, me tourmentait.
je n'entreprendrai pas de le dire. Je n'avais qu'une consolation, c'était que l'imitation, à ce qu'il me semblait, n'était remarquée que par moi seule, et que j'avais simplement à endurer les sourires mystérieux et étrangement sarcastiques de mon homonyme. Satisfait d'avoir produit sur mon cœur l'effet voulu, il semblait s'épanouir en secret sur la piqûre qu'il m'avait infligée et se montrer singulièrement dédaigneux des applaudissements publics que le succès de son ingéniosité lui aurait si facilement conquis. Comment nos camarades ne devinaient-ils pas son dessein, n'en voyaient-ils pas la mise en œuvre, ne partageaient-ils pas sa joie moqueuse? Ce fut pendant plusieurs mois d'inquiétude une énigme insoluble pour moi. Peut-être la lenteur graduée de son imitation la rendit-elle moins voyante, ou plutôt, devrais-je ma sécurité, à l'air de maîtrise que prenait si bien le copiste qui dédaignait la lettre. Tout ce que les esprits obtus peuvent saisir dans une peinture et ne donner que le parfait esprit de l'original pour ma plus grande admiration et mon plus grand chagrin personnel. J'ai déjà parlé plusieurs fois de l'air navrant, de protection qu'il avait pris vis-à-vis de moi et de sa fréquente et officieuse intervention dans mes volontés. Cette intervention prenait souvent le caractère déplaisant d'un avis qui n'était pas donné ouvertement, mais suggéré, insinué. Je le recevais avec une répugnance qui prenait de la force à mesure que je prenais de l'âge. Cependant, à cette époque déjà lointaine, je veux lui rendre cette stricte justice de reconnaître que je ne me rappelle pas un seul cas où les suggestions de mon rival aient participé à ce caractère d'erreur et de folie, si naturel dans son âge, généralement dénué de maturité, d'expérience, que son sens moral, sinon ses talents, sa prudence mondaine, était beaucoup plus fin que le mien, que je serais aujourd'hui un homme meilleur et conséquemment plus heureux, si j'avais rejeté moins souvent les conseils inclus dans ces chuchotements significatifs qui ne m'inspiraient alors qu'une haine si cordiale et un mépris si amer. Aussi, je devins à la longue excessivement rebelle à son odieuse surveillance. Je détestais chaque jour plus ouvertement ce que je considérais comme une intolérable arrogance. J'ai dit que dans les premières années de notre camaraderie, mes sentiments vis-à-vis de lui auraient facilement tourné en amitié. Mais pendant les derniers mois de mon séjour à l'école, quoique l'importunité de ses façons habituelles fut sans doute bien diminuée, mes sentiments, dans une proportion presque semblable, avaient incliné vers la haine positive. Dans une certaine circonstance, il le vit bien, je présume, et dès lors il m'évita ou affecta de m'éviter. Ce fut à peu près vers la même époque, si j'ai bonne mémoire, que dans une altercation violente que j'eus avec lui, où il avait perdu de sa réserve habituelle et parlait et agissait avec un laisser-aller presque étranger à sa nature, je découvris, ou m'imaginais découvrir dans son accent, dans son air, dans sa physionomie générale, quelque chose qui, d'abord, me fit tressaillir, puis m'intéressa profondément, en apportant à mon esprit des visions obscures de ma première enfance, des souvenirs étranges, confus, pressés, d'un temps où ma mémoire n'était pas encore née. Je ne saurais mieux définir la sensation qui m'oppressait qu'en disant qu'il m'était difficile de me débarrasser de l'idée que j'avais déjà connue, d'être placée devant moi à une époque très ancienne, dans un passé même extrêmement reculé. Cette illusion, toutefois, s'évanouit aussi rapidement qu'elle était venue, et je n'en tiens note que pour marquer le jour du dernier entretien que j'eus avec mon singulier homonyme. La vieille et vaste maison, dans ses innombrables subdivisions, comprenait plusieurs grandes chambres qui communiquaient entre elles et servaient de dortoir au plus grand nombre des élèves. Il y avait néanmoins, comme cela devait arriver nécessairement dans un bâtiment aussi malencontreusement dessiné, une foule de coins, de recoins, les rognures et les bouts de la construction, l'ingéniosité économique du docteur Bransby les avait également transformés en dortoirs, mais comme ce n'était pas de simples cabinets, ils ne pouvaient servir qu'à un seul individu.
Une de ces petites chambres était occupée par Wilson. Une nuit, vers la fin de ma 5e année à l'école, immédiatement après l'altercation dont j'ai parlé, profitant de ce dont tout le monde était plongé dans le sommeil, profitant de ce que tout le monde était plongé dans le sommeil, je me levai de mon lit, une lampe à la main, je me glissai, à travers un labyrinthe d'étroits passages, de ma chambre à coucher vers celle de mon rival. J'avais longuement machiné à ses dépens une de ces méchantes charges, une de ces malices dans lesquelles j'avais si complètement échoué jusqu'alors. J'avais l'idée de mettre dès lors mon plan à exécution. Je résolus de lui faire sentir toute la force de la méchanceté dont j'étais rempli. J'arrivai jusqu'à son cabinet, j'entrai sans faire de bruit, laissant ma lampe à la porte avec un abat-jour dessus. J'avançai d'un pas, j'écoutai le bruit de sa respiration paisible, certain qu'il était bien endormi. Je retournai à la porte, je pris ma lampe, je m'approchai de nouveau du lit. Les rideaux étaient fermés, je les ouvris doucement, lentement, pour l'exécution de mon projet, mais une lumière vive tomba en plein sur le dormeur, et en même temps mes yeux s'arrêtèrent sur sa physionomie. Je regardai. Un engourdissement, une sensation de glace pénétrèrent instantanément tout mon être. Mon cœur palpita, mes genoux vacillèrent, toute mon âme fut prise d'une horreur intolérable et inexplicable. Je respirai convulsivement, j'abaissai la lampe encore plus près de la face. Étaient-ce bien là les traits de William Wilson? Je voyais bien que c'étaient les siens, mais je tremblais comme pris d'un accès de fièvre, en m'imaginant que ce n'étaient pas les siens. Qu'y avait-il donc mieux qui pût me confondre à ce point? Je le contemplais, ma cervelle tournée sous l'action de 1000 pensées incohérentes. Il ne m'apparaissait pas ainsi. Non, certes, il ne m'apparaissait pas tel aux heures actives où il était éveillé. Le même nom, les mêmes traits, entrés le même jour, à l'école. Et puis, cette hargneuse et inexplicable imitation de ma démarche, de ma voix, de mon costume, de mes manières. Était-ce, en vérité, dans les limites du possible humain, que ce que je voyais maintenant fut le simple résultat de cette habitude d'imitation sarcastique? Frappé d'effroi, pris de frissons, j'éteignis ma lampe, je sortis silencieusement de la chambre, je quittai une bonne fois l'enceinte de cette vieille école pour n'y jamais revenir. Après un laps de quelques mois que je passai chez mes parents, dans la pure fainéantise, je fus placé au collège d'Eton. Ce court intervalle avait été suffisant pour affaiblir en moi le souvenir des événements de l'école Bransby, ou au moins pour opérer un changement notable dans la nature des sentiments que ces souvenirs m'inspiraient. La réalité, le côté tragique du drame, n'existait plus. Je trouvais maintenant quelques motifs pour douter du témoignage de mes sens, et je me rappelais rarement l'aventure, sans admirer jusqu'où peut aller la crédulité humaine, et sans sourire de la force prodigieuse d'imagination que je tenais de ma famille. Or, la vie que je menais à Eton n'était guère de nature à diminuer cette espèce de scepticisme. Le tourbillon de folie où je me plongeais immédiatement et sans réflexion balaya tout, excepté l'écume de mes heures passées, absorba d'un seul coup toute impression solide et sérieuse, et ne laissa absolument dans mon souvenir que les étourderies de mon existence précédente. Je n'ai pas l'intention toutefois de tracer ici le cours de mes misérables dérèglements. Dérèglements qui défiaient toute loi et éludaient toute surveillance. 3 années de folie, dépensées sans profit, n'avaient pu me donner que des habitudes de vie s'enraciner et avaient accru d'une manière presque anormale mon développement physique. Un jour, après une semaine entière de dissipation abrutissante, j'invitai une société d'étudiants des plus dissolus à une orgie secrète dans ma chambre. Nous nous réunîmes à une heure avancée de la nuit. Notre débauche devait se prolonger religieusement jusqu'au matin. Le vin coulait librement. D'autres séductions plus dangereuses, peut-être, n'avaient pas été négligées, si bien que comme l'aube pâlissait le ciel à l'Orient, notre délire et nos extravagances étaient à leurs apogées. Furieusement, enflammé par les cartes et par l'ivresse,
je m'obstinai à porter un toast étrangement indécent, quand mon attention fut soudainement distraite par une porte qu'on entrebâilla vivement et par la voix précipitée d'un domestique. Il me dit qu'une personne qui avait l'air fort pressée demandait à me parler dans le vestibule. Singulièrement excitée par le vin, cette interruption inattendue me causa plus de plaisir que de surprise. Je me précipitai en chancelant, et en quelques pas, je fus dans le vestibule de la maison. Dans cette salle basse, étroite, il n'y avait aucune lampe, et elle ne recevait d'autre lumière que celle de l'aube, excessivement faible qui se glissait à travers la fenêtre cintrée. En mettant le pied sur le seuil, je distinguai la personne d'un jeune homme de ma taille à peu près, vêtu d'une robe de chambre de casimir blanc, coupée à la nouvelle mode comme celle que je portais en ce moment. Cette faible lueur me permit de voir tout cela, mais les traits de la face, je ne pus les distinguer. À peine fus-je entré qu'il se précipita vers moi et, me saisissant par le bras avec un geste impératif d'impatience, me chuchota à l'oreille ces mots. « William Wilson. » En une seconde, je fus dégrisée. Il y avait dans la manière de l'étranger, dans le tremblement nerveux de son doigt qu'il tenait levé entre mes yeux et la lumière, quelque chose qui me remplit d'un complet étonnement, mais ce n'était pas là ce qui m'avait si violemment ému. C'était l'importance, la solennité, d'admonition contenue dans cette parole singulière, basse, sifflante, par-dessus tout, le caractère, le ton, la clé de ces quelques syllabes, simples, familières, et toutefois mystérieusement chuchotées qui vinrent, avec 1000 souvenirs, accumuler des jours passés, s'abattre sur mon âme comme une décharge de piles voltaïques. Avant que j'eusse pu recouvrer mes sens, il avait disparu. Quoique cet événement eût à coup sûr produit un effet très vif sur mon imagination déréglée, cependant, cet effet, si vif, alla bientôt s'évanouissant. Pendant plusieurs semaines, à la vérité, tantôt je me livrais à l'investigation la plus sérieuse, tantôt je restais enveloppée d'un nuage de méditation morbide. Je n'essayais pas de me dissimuler l'identité du singulier individu qui s'immisçait si opiniâtrement dans mes affaires et me fatiguait de ses conseils officieux. Mais qui était? Qu'était-ce, Wilson? D'où venait-il? Quel était son but? Sur aucun de ces points, je ne pus me satisfaire. Je constatai seulement, relativement à lui, qu'un accident soudain dans sa famille lui avait fait quitter l'école du docteur Bransby dans l'après-midi du jour où je m'étais enfuie. Après un certain temps, je cessai d'y rêver, mon attention fut toute absorbée par un départ projeté pour Oxford. L'âge en vint bientôt, la vanité prodigue de mes parents, me permettant de mener un train coûteux et de me livrer à mon gré au luxe déjà si cher à mon cœur, à rivaliser en prodigalité avec les plus superbes héritiers des plus riches comtés de la Grande-Bretagne. Encouragée au vice par de pareils moyens, ma nature éclata avec une ardeur double et dans le fol enivrement de mes débauches, je foulais aux pieds les vulgaires entraves de la décence. Mais il serait absurde de m'appesantir sur le détail de mes extravagances. Il suffisait de dire que je dépassais Hérode en dissipation et que, donnant mon nom à une multitude de folies nouvelles, j'ajoutais un copieux appendice tout au long catalogue des vices qui régnaient alors dans l'université la plus dissolue d'Europe. Ce sera donc la fin pour cet épisode, mais on va se retrouver très vite pour la suite de nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Avant cela, n'oubliez pas de réagir dès à présent avec nous sur les réseaux sociaux. Pour cela, c'est simple, vous connaissez le principe. Notre réalisateur nous le met là juste en bas de l'écran. Il vous suffit donc de taper #VBN tout simplement. Pour l'heure, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée, très belle nuit sur C8. À très bientôt.